Le chien des Baskerville, partie 4 du livre audio, chapitre 10, extrait de l'agenda du docteur Watson. Jusqu'ici, j'ai pu reproduire les rapports que j'ai expédiés durant ces premiers jours à Sherlock Holmes. Maintenant, je suis arrivé à un point de mon récit où je me vois contraint d'abandonner cette méthode et de me fier une fois de plus à mes souvenirs que confirme l'agenda que je tenais à l'époque. Quelques extraits de celui-ci me permettront de décrire des scènes dont chaque détail reste fixé dans ma mémoire. Je commence donc par la matinée qui suivit notre vaine chasse au forçat et nos aventures peu banales sur la lande. 16 octobre. Jour triste avec brouillard et crachin. Le manoir est cerné par des nuages qui roulent bas, qui se soulèvent de temps à autre pour nous montrer les courbes mornes de la lande, les minces veines d'argent sur les flancs des collines, et les rochers lointains qui luisent quand la lumière frappe leurs faces humides. La mélancolie est à l'intérieur comme à l'extérieur. Le baronnet, après l'excitation de la nuit, a les nerfs à plat. Moi-même, je sens un poids sur mon cœur et je redoute un danger imminent, d'autant plus terrible qu'indéfinissable. N'ai-je pas de solides raisons pour craindre le pire ? Considérons la longue succession d'incidents qui tous soulignent la sinistre influence qui nous entoure. Il y a la mort du dernier occupant du manoir, mort qui s'accorde si exactement avec la légende familiale. Il y a les rapports répétés des paysans touchant l'apparition d'une bête monstrueuse sur la lande. N'ai-je pas moi-même entendu de mes propres oreilles, par 2 fois, un bruit qui ressemblait à l'aboiement d'un chien ? Il est incroyable, impossible que les lois ordinaires de la nature soient violées. Un chien fantôme ne laisse pas d'empreinte matérielle, ne remplit pas l'air de son cri. Stapleton peut admettre une telle superstition, et Mortimer aussi. Mais si je n'ai qu'une qualité, c'est le bon sens, et rien ne me fera croire à des énormités pareilles. Y croire serait descendre au niveau de ces pauvres paysans, qui ne se contentent pas d'un simple chien du diable, mais qui éprouvent le besoin de le dépeindre avec les feux de l'enfer jaillissant de sa gueule et de ses yeux. Holmes n'accorderait aucun crédit à ces fables. Or, je suis son représentant. Mais les faits étant les faits, j'ai par 2 fois entendu ce cri sur la lande. Si j'admets qu'un grand chien erre réellement sur la lande, cette hypothèse explique presque tout. Mais où pourrait se dissimuler une bête pareille ? Où va-t-elle chercher sa nourriture ? D'où vient-elle ? Comment se fait-il que personne ne l'ait vue de jour ? L'explication naturelle s'entoure d'autant de difficultés que l'autre. Et en dehors du chien subsiste cet espion dans Londres, l'homme dans le fiacre, et la lettre qui mettait Sir Henry en garde contre la lande. Voilà au moins du réel. Mais il peut s'agir d'un protecteur ou cet ennemi. Est-il resté dans Londres ? Nous a-t-il suivis ici ? Se peut-il que ce soit lui ? Oui, que ce soit l'inconnu que j'ai vu sur le pic. Il est vrai que je n'ai fait que l'entrevoir. Pourtant, je suis prêt à jurer, par exemple, qu'il n'est pas un habitant des environs. Je les connais. Il était beaucoup plus grand que Stapleton, beaucoup plus mince que Frank Land. Il ressemblait plutôt à Barrymore, que nous avions laissé derrière nous, et dont je suis certain qu'il n'a pu nous suivre. Un inconnu, donc, nous surveille ici, de même qu'un inconnu nous a suivis dans Londres. Nous ne l'avons jamais semé. Si je pouvais lui mettre la main au collet, nous serions peut-être au bout de nos difficultés. C'est à ce but que je dois maintenant consacrer toutes mes énergies. Mon premier mouvement fut de m'en ouvrir à Sir Henry. Le deuxième, et le plus sage, fut de jouer mon jeu sans avertir quiconque. Le baronnet est taciturne, distrait. Ses nerfs ont été sérieusement secoués par ce cri sur la lande. Je ne dirai rien qui puisse ajouter à son malaise, mais je prendrai les mesures compatibles avec mes projets. Un petit incident se produisit ce matin après le déjeuner. Barrymore sollicita un entretien avec Sir Henry et ils s'enfermèrent quelques instants dans le bureau. Assis dans la salle de billard, j'entendis par intermittence les voix monter de ton et je pus deviner le sujet de la discussion. Finalement, le baronnet ouvrit sa porte et m'appela.
Barrymore considère qu'il a un reproche à nous adresser, me dit-il. Il pense que ça a été déloyal de pourchasser son beau-frère, alors que, de son plein gré, il nous avait mis dans le secret. Le maître d'hôtel, très pâle, mais maître de lui, se tenait devant nous. « J'ai peut-être, monsieur, parlé avec trop de chaleur, dit-il. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai été fort surpris de vous entendre rentrer ce matin et d'apprendre que vous aviez donné la chasse à Selden. Le pauvre type a suffisamment d'ennemis sans que je lui en mette d'autres sur son chemin. Si vous nous l'aviez dit de votre plein gré, ça aurait été différent, répliqua le baronnet. Vous nous avez parlé, ou plutôt, votre femme nous a parlé, parce que vous y avez été contraint et que vous n'aviez plus la possibilité de vous taire. Je ne croyais pas que vous tireriez avantage de cette situation, sir Henry. Non, vraiment, je ne le pensais pas. Selden est un danger public. Il y a des maisons isolées sur la lande et il ferait n'importe quoi. Il suffit de voir sa tête pour en être sûr. Pensez à la maison de M. Stapleton. Elle n'a que lui pour la défendre. Avant qu'il soit remis sous les verrous, personne ne sera en sécurité. Il ne cambriolera plus, monsieur. Je vous en donne ma parole solennelle. Et il ne s'attaquera à personne dans la région. Je vous assure, sir Henry, que dans quelques jours, les arrangements nécessaires seront terminés pour qu'il s'embarque vers l'Amérique du Sud. Pour l'amour de Dieu, monsieur, je vous supplie de ne pas avertir la police qu'il est toujours sur la lande. Ils ont abandonné la poursuite. Il peut se cacher jusqu'à ce qu'un bateau puisse le prendre. Vous ne pourriez pas le dénoncer sans me causer de graves ennuis à moi et à ma femme. Je vous demande instamment, monsieur, de ne pas informer la police. Quel est votre avis, Watson ? Je haussai les épaules en répondant. S'il quitte vraiment le pays, ce sera un soulagement pour le contribuable anglais. Mais avant son départ, ne commettra-t-il pas un crime ? Il ne ferait rien d'aussi fou, monsieur. Nous lui avons fourni tout ce dont il avait besoin. Commettre un crime serait dévoiler sa cachette. C'est vrai, fit sir Henry. Eh bien, Barrymore, Dieu vous bénisse, monsieur, et merci du fond de mon cœur. S'il avait été repris, ma pauvre femme en serait morte. Je crois, Watson, que nous sommes en train d'aider et de protéger le péché. Mais, après avoir entendu Barrymore, je ne me sens pas capable de livrer cet homme. Très bien, Barrymore. Vous pouvez vous retirer. Le maître d'hôtel bafouilla encore quelques mots de gratitude. Il allait sortir, puis il revint vers nous. Vous avez été si bon pour nous, monsieur, que j'aimerais vous payer de retour. Je sais quelque chose, sir Henry. Peut-être aurais-je dû le dire plus tôt, mais je ne l'ai découvert que longtemps après l'enquête. Je n'en ai soufflé mot à âme qui vive. C'est à propos de la mort de ce pauvre sir Charles. Le baronnet et moi bondîmes d'un même élan. Vous savez comment il est mort ? Non, monsieur, cela je ne le sais pas. Que savez-vous, alors ? Je sais pourquoi il était à cette heure-là devant la porte à claire-voie. C'était pour rencontrer une femme. Une femme ? Lui ? Oui, monsieur. Le nom de cette femme ? Je ne peux pas vous le dire, monsieur. Je ne connais que ses initiales. Ses initiales étaient L.L. Comment savez-vous cela, Barrymore ? Voilà, sir Henry. Votre oncle avait reçu ce matin-là une lettre. D'habitude, il recevait le courrier important d'un homme public dont le bon cœur était célèbre. Tous ceux qui avaient des ennuis se tournaient vers lui. Mais ce matin-là, par hasard, il ne reçut qu'une lettre. Voilà pourquoi je la remarquais plus particulièrement. Elle avait été postée à Combe Tracey, et l'écriture sur l'enveloppe était celle d'une femme. Ensuite, monsieur, je n'y ai plus pensé, et je l'aurais complètement oubliée sans ma femme. Il y a quelques semaines, elle était en train de nettoyer le bureau de sir Charles, qui ne l'avait jamais été depuis sa mort, quand elle découvrit les cendres d'une lettre brûlée derrière la grille. La plus grande partie de cette lettre était en poussière, mais un petit bout, la fin d'une page, se tenait d'un bloc. Bien que ce fût du gris sur fond noir, l'écriture était lisible. Nous eûmes l'impression que c'était un post-scriptum à la fin d'une lettre, et il était écrit « Je vous en prie, si vous êtes un gentleman,
Brûlez cette lettre et soyez à 10 heures devant la porte. » En dessous figuraient les initiales L.L. « Vous avez ce bout de papier ? » ?»« Non, monsieur. Dès que nous l'avons déplacé, il est retombé en poussière. » »« Sir Charles avait-il reçu d'autres lettres de cette écriture ? » ?»« Ma foi, monsieur, je ne faisais pas spécialement attention à ces lettres. Je n'aurais pas remarqué celle-là si elle avait été accompagnée d'autres lettres. »« Et vous n'avez aucune idée sur l'identité de L.L. ?»« Non, monsieur, pas plus que vous. Mais je pense que si nous pouvions rattraper cette dame, nous en saurions davantage sur la mort de Sir Charles. »« Je ne peux pas comprendre, Barrymore, comment vous avez dissimulé cette information importante. » »« Eh bien, monsieur, c'est qu'elle nous est arrivée immédiatement après nos propres ennuis. D'autre part, monsieur, nous étions tous deux très attachés à Sir Charles, comme c'était naturel, après ce qu'il a fait pour nous. Agiter cette histoire ne pouvait plus aider notre malheureux maître, et il est bon d'agir prudemment quand une dame est en cause. Même le meilleur d'entre nous, vous pensiez que cela pouvait ternir sa réputation ? Je ne pensais pas que du bon pouvait en sortir. Mais vous avez été si généreux envers nous que je me sentirais déloyal si je ne vous disais pas tout ce que je sais sur l'affaire. »« Très bien, Barrymore. Laissez-nous maintenant. » Sir Henry se tourna vers moi. « Que pensez-vous, Watson, de cette nouvelle lueur ? Elle me paraît obscurcir davantage notre nuit noire. » »« C'est mon avis. Mais si nous pouvions retrouver L.L., tout serait éclairci. Nous savons qu'il existe une femme qui connaît les faits. Il s'agit de la retrouver. » »« Comment ? » ?»« Mettons d'abord Holmes au courant sans tarder. Nous lui donnerons ainsi l'indice qui lui manquait. Ou je me trompe beaucoup, ou cette nouvelle va le conduire ici. » Je montai immédiatement dans ma chambre et rédigeai mon rapport sur cette conversation. Il était évident que Holmes était diablement occupé ces temps-ci, car je ne recevais de Baker Street que des lettres brèves et rares qui ne daignaient pas commenter les informations que je lui envoyais et ne faisaient pratiquement aucune allusion à ma mission. Sans doute, son affaire de chantage absorbait toutes ses facultés. Tout de même, ce nouvel élément ne pouvait manquer de retenir son attention et de renouveler son intérêt. J'aimerais bien qu'il fût là. 17 octobre. Aujourd'hui, la pluie n'a pas cessé de tomber, de gicler sur le lierre, de s'égoutter des ifs. Je pensais à ce forçat réfugié sur la lande lugubre, froide, hostile. Pauvre diable. Quels qu'aient été ses crimes, il souffre pour les racheter. Et puis, j'ai pensé à cet autre, la tête barbue dans le fiacre, la silhouette contre la lune. Était-il aussi sous le déluge, ce guetteur quasi invisible, cet homme de la nuit ? Le soir, je mis mon imperméable et je m'aventurai loin sur la lande détrempée. Quantité de pensées sombres m'assaillirent. La pluie me fouettait le visage, le vent sifflait à mes oreilles. Que Dieu aide ceux qui errent dans le grand bourbier à présent, car même le sol ferme devient un bourbier. Je retrouvais le pic noir sur lequel j'avais vu le guetteur solitaire. Je l'escaladai et de son sommet tourmenté, je contemplais la mélancolie du paysage. Les averses battaient obliquement les flancs roux des dunes. Des nuages lourds, bas, ardoisés, étiraient leurs écharpes mornes autour des versants des collines. Dans un creux, sur la gauche, à demi cachés par la brume, les 2 tours jumelles de Baskerville Hall se hissaient par-dessus les arbres. C'étaient les signes de présence humaine que je pouvais distinguer en dehors de ces cabanes préhistoriques accrochées en rang serré aux montagnettes. Nulle part je ne trouvais trace du solitaire que j'avais vu là 2 nuits plus tôt. En rentrant, je fus rattrapé par le docteur Mortimer, dont la charrette anglaise revenait de la ferme de Falmire. Il nous avait constamment témoigné beaucoup d'égards. Il laissait à peine s'écouler un jour sans se rendre au manoir pour prendre de nos nouvelles. Il insista pour me faire monter à côté de lui et m'avancer sur la route du retour. Je le trouvais tout éploré par la disparition de son petit épagnol qui s'était aventuré dans la lande et n'était jamais revenu. J'essayais de le consoler de mon mieux, mais je pensais au poney du bourbier de Grimpen, et je n'espérais guère qu'il revît un jour son petit chien. « À propos, Mortimer, lui dis-je, je suppose que vous connaissez tout le monde par ici. »« Oui, je crois. »« Pouvez-vous alors me donner le nom d'une femme dont les initiales sont L.L. » Il réfléchit quelques instants.
Non, me répondit-il enfin. Il y a quelques bohémiens et des ouvriers agricoles dont je ne sais à peu près rien, mais parmi les fermiers ou les bourgeois, je ne vois personne qui possède ces initiales. Attendez un peu. Toutefois, il y a, oui, Laura Lyons. Ses initiales sont bien LL. Mais elle habite Combe Tracey. Qui est-ce? La fille de Frankland. Comment? Du vieux Frankland le Maboule? Oui, elle a épousé un artiste du nom de Lyons qui était venu peindre sur la lande. Il se révéla un triste cire et il l'abandonna. La faute, à ce que l'on dit, ne lui incombe peut-être pas exclusivement. Son père refusa de s'occuper d'elle parce qu'elle s'était mariée sans son consentement et peut-être pour quelques raisons supplémentaires. Ainsi, entre deux pêcheurs, le vieux et le jeune, la fille n'a guère été heureuse. Comment vit-elle? Je crois que le vieux Frankland lui verse une rente, mais peu élevée, car ses propres affaires vont assez mal. Quoiqu'elle eût mérité, on ne pouvait pas la laisser aller vers des solutions de désespoir. Son histoire s'est répandue, et plusieurs personnes des environs ont fait quelque chose pour l'aider à gagner honnêtement sa vie. Stapleton s'en est mêlé. Sir Charles aussi. Moi également. Assez pour en faire une dactylo. Il voulait connaître le motif de ma curiosité, mais je m'ingéniais pour satisfaire la sienne sans trop lui en dire. Demain matin, j'irai à Combe Tracey, et si je peux voir madame Laura Lyons, de réputation douteuse, un grand pas sera fait pour l'élucidation de l'une de nos énigmes. Je suis certainement en train d'acquérir la prudence du serpent, car lorsque Mortimer me pressa un peu trop, je lui demandai à quelle catégorie appartenait le crâne de Frankland, et la craniologie occupa la fin de notre promenade en voiture. Ce n'est pas pour rien que j'ai vécu 5 années avec Sherlock Holmes. J'ai encore un autre incident à rapporter pour en terminer avec ce jour de tempête et de cafards. Il a trait à une conversation que je viens d'avoir avec Barrymore, et qui m'a procuré un atout que je jouerai à mon heure. Mortimer était resté à dîner. Après le repas, il fit un écarté avec le baronnet. Le maître d'hôtel me servit le café dans la bibliothèque, et je saisis l'opportunité de l'interroger. « Eh bien, lui dis-je, en exorde, votre célèbre parent est-il parti, ou se trouve-t-il encore tapi dans un coin de la lande ? » « Je ne sais pas, monsieur. Je prie le ciel qu'il soit parti, car il ne nous a apporté que des ennuis. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis la dernière fois où je lui ai déposé des vivres, ce qui remonte à 3 jours. L'avez-vous vu cette nuit-là ? Non, monsieur. Mais quand je suis revenu le lendemain, les vivres avaient disparu. Donc il était encore là. Sans doute, monsieur, à moins que ce ne soit l'autre qui ne les ait pris. Ma tasse de café s'arrêta à mi-chemin de mes lèvres. Je dévisageai Barrymore. « Vous savez qu'il y a un autre homme ? » ?»« Oui, monsieur, il y a un autre homme sur la lande. »« L'avez-vous vu ? » ?»« Non, monsieur. »« Alors, comment connaissez-vous sa présence ? » ?»« Selden m'a parlé de lui, monsieur, il y a 1 semaine environ. Cet homme se cache lui aussi, mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas un forçat. Je n'aime pas cela, docteur Watson. Oui, je vous le dis tout net. Je n'aime pas cela. Il parlait avec une passion soudaine. Allons, écoutez-moi, Barrymore. Dans cette affaire, je n'ai en vue que les intérêts de votre maître. Si je suis venu ici, c'est uniquement pour l'aider. Dites-moi en toute franchise ce que vous n'aimez pas. Barrymore hésita un instant, comme s'il regrettait de s'être laissé aller, ou comme s'il trouvait difficile de traduire par des mots son sentiment profond. « Tous ces manèges !» s'écria-t-il enfin, en brandissant sa main vers la fenêtre tout éclaboussée de pluie. « Il y a quelque part un jeu déloyal qui se joue, et beaucoup de scélératesse dans l'air, j'en jurerais. Croyez-moi, monsieur, je serais bien content de voir Sir Henry repartir pour Londres. Mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Songez à la mort de Sir Charles, pas très naturelle en dépit des conclusions de l'enquête. Songez au bruit qu'on entend sur la lande à la nuit. Je ne connais pas un homme qui la traverserait une fois le soleil couché, même s'il était payé pour le faire. Songez à cet étranger qui se cache là-bas, qui guette et qui guette. Que guette-t-il ? Que signifie tout cet ensemble ?
Certainement pas grand-chose de bon pour n'importe quelle Baskerville. Voilà pourquoi je serai rudement content le jour où les nouveaux serviteurs de Sir Henry s'installeront au manoir. Mais à propos de cet étranger, repris-je, ne pouvez-vous rien me préciser ? Qu'a dit Selden ? A-t-il découvert l'endroit où il se cache et ce qu'il manigance ? Il l'a vu 1 ou 2 fois, mais il n'est pas bavard, vous savez. D'abord, il a cru que c'était un policier, mais il s'est bientôt rendu compte qu'il opérait pour son compte. Il lui a fait l'impression d'une sorte de bourgeois, mais il n'a pas pu deviner ce qu'il faisait. Et où a-t-il dit qu'il vivait ? Parmi les vieilles maisons sur le flanc de la colline, les vieilles cabanes de pierre autrefois habitées. Mais comment se nourrit-il ? Selden a découvert qu'un jeune garçon est à son service et lui apporte tout ce dont il a besoin. Je crois qu'il se rend à Coombe Tracey pour ses achats. Très bien, Barrymore, nous reparlerons de tout cela une autre fois. Quand le maître d'hôtel m'eut quitté, je me levai et me dirigeai vers la fenêtre noire. À travers la vitre brouillée, je contemplais les nuages qui déferlaient, la silhouette oscillante des arbres secoués par le vent. Vue de l'intérieur d'une maison, la nuit était sinistre. Que devait-elle être sur la lande ? Quelle dose de haine ne fallait-il pas pour amener un homme à se tapir dans un lieu pareil ? Et quels pouvaient être les desseins ténébreux qui l'exposaient à de si dures épreuves ? Oui, c'est là, dans cette cabane sur la lande, que devrait se situer le centre du problème. Je jurais qu'un autre jour ne s'écoulerait pas sans que j'eusse fait l'impossible pour résoudre sur place le mystère qui m'intriguait. Chapitre 11 : L'homme sur le pic. L'extrait de mon agenda personnel, qui compose le chapitre précédent, a mené mon récit jusqu'au 18 octobre, date à laquelle les événements commencèrent à se précipiter vers leur terrible conclusion. Les épisodes des jours suivants sont à jamais gravés dans ma mémoire, et je peux les raconter sans faire appel aux notes que je pris à l'époque. Je pars donc du lendemain du jour où j'avais recueilli 2 éléments d'importance. Le premier étant que Madame Laura Lyons de Coombe Tracey avait écrit à Sir Charles Baskerville et lui avait donné rendez-vous à l'heure et au lieu même où il avait trouvé la mort. Le deuxième étant que l'inconnu du pic se cachait parmi les cabanes de pierre de la colline. Ces 2 faits étant en ma possession, je sentais que mon intelligence ou mon courage serait bien déficient si je ne parvenais pas à dissiper quelques-unes des ombres qui m'entouraient. Je n'eus pas la possibilité de répéter au baronnet ce que j'avais appris sur Madame Lyons la veille au soir, car le docteur Mortimer prolongea sa partie de cartes jusqu'à une heure avancée. Au premier déjeuner, toutefois, je l'informai de ma découverte et lui demandai s'il désirait m'accompagner jusqu'à Coombe Tracey. Il me répondit d'abord par l'affirmative, puis il réfléchit que si j'y allais seul, les résultats seraient peut-être meilleurs. Plus notre visite revêtirait un caractère officiel, moins nous obtiendrions sans doute de renseignements. Je quittai donc Sir Henry, non sans remords de conscience, et me mis en route pour ma nouvelle enquête. Quand j'arrivai à Coombe Tracey, je dis à Perkins de mettre les chevaux à l'écurie, et je m'inquiétais de savoir où logeait Madame Laura Lyons. Sa maison était centrale et bien située. Une domestique m'introduisit sans cérémonie, et quand j'entrai dans le petit salon, une dame qui était assise devant une machine à écrire se leva d'un bond avec un agréable sourire de bienvenue. Le sourire s'évanouit pourtant quand elle vit un inconnu. Elle se rassit et me pria de lui expliquer l'objet de ma visite. La première impression provoquée par Madame Lyons était celle d'une grande beauté. Ses yeux et ses cheveux étaient de la même couleur châtain. Ses joues, bien que marquetées de taches de rousseur, avaient un exquis éclat de brune. Oui, d'abord, on l'admirait. Mais un examen plus approfondi laissait place à la critique. Il y avait sur son visage quelque chose qui ne cadrait pas avec sa beauté parfaite. Une sorte de vulgarité dans l'expression, une certaine dureté du regard, un relâchement de la bouche. Mais ces détails, bien sûr, ne s'imposaient pas tout de suite à l'esprit. Sur le moment, je fus simplement conscient qu'une très jolie femme m'interrogeait sur le motif de ma visite. Et jusque-là, je n'avais pas tout à fait apprécié la difficulté de ma mission. « J'ai le plaisir, dis-je, de connaître votre père. »
C'était un exorde assez maladroit, et elle me le fit sentir. « Tout est rompu entre mon père et moi, dit-elle. Je ne lui dois rien, et ses amis ne sont pas les miens. Si je n'avais pas rencontré des cœurs généreux comme feu Sir Charles Baskerville, par exemple, j'aurais pu mourir de faim sans que mon père s'en fût soucié. C'est à propos de feu Sir Charles Baskerville que je suis venue vous voir. » Les taches de rousseur ressortirent sur ses joues. « Que puis-je vous dire le concernant ?» me demanda-t-elle, et ses doigts jouaient nerveusement avec les touches de sa machine à écrire. « Vous le connaissiez, n'est-ce pas ? Je vous ai déjà dit que je dois beaucoup à son bon cœur. Si je suis à même de me débrouiller seule, c'est surtout grâce à l'intérêt qu'il portait à ma difficile situation. Correspondiez-vous avec lui ? Elle me jeta un regard méchant. Pourquoi toutes ces questions ? Interrogea-t-elle d'un ton brusque. Pour éviter un scandale public, il vaut mieux que je vous les pose ici, plutôt que de voir l'affaire se développer hors de notre contrôle. Elle se tut. Elle était très pâle. Finalement, elle releva la tête dans un geste de témérité et de défi. « Bien, je répondrai. Quelles sont vos questions ? Correspondiez-vous avec Sir Charles ? Je lui ai écrit une fois ou deux pour le remercier de sa délicatesse et de sa générosité. Vous rappelez-vous les dates de ces lettres ? Non. L'avez-vous rencontré ? Oui, une fois ou deux, quand il venait à Combe Tracey. C'était un homme très discret. Il préférait faire le bien en cachette. Mais si vous l'avez vu et lui avez écrit si rarement, comment savait-il assez sur vos affaires pour vous aider ? Elle franchit l'obstacle avec une décision rapide. Ils étaient plusieurs à connaître ma triste histoire et à m'aider. L'un était M. Stapleton, voisin et ami intime de Sir Charles. Il a très bon cœur. C'est par son intermédiaire que Sir Charles a été mis au courant. Je savais déjà que Sir Charles Baskerville s'était servi à plusieurs reprises de Stapleton comme trésorier. La déclaration de la jolie dame pouvait donc être exacte. Avez-vous jamais écrit à Sir Charles une lettre lui demandant un rendez-vous ? Madame Lyons rougit de colère. En vérité, monsieur, cette question est plutôt extraordinaire. Je regrette, madame, mais je dois vous la poser. Alors je réponds non. Certainement non. Même pas le jour précisément où mourut Sir Charles ? Le rouge disparut de ses joues, qu'envahit une pâleur mortelle. Ses lèvres sèches ne purent articuler le « non » que je lus plus que je ne l'entendis. « Sûrement votre mémoire a une défaillance, repris-je. Je pourrais citer un passage de votre lettre. Je vous en prie, si vous êtes un gentleman, brûlez cette lettre et soyez à 10 heures devant votre porte. » Je crus qu'elle s'était évanouie, mais au prix d'un effort immense, elle se redressa. « Sir Charles n'était-il donc pas un gentleman ?» haleta-t-elle. « Vous êtes injuste à l'égard de Sir Charles. Il a bel et bien brûlé cette lettre. Mais il arrive qu'une lettre demeure lisible même après avoir été brûlée. Vous reconnaissez maintenant que vous l'avez écrite ? »« Oui, je l'ai écrite !» s'écria-t-elle en soulageant son âme dans un torrent de paroles. « Je l'ai écrite, parfaitement. Pourquoi le nierais-je ? Je n'ai pas à en rougir. Je voulais qu'il m'aide. Je croyais que si j'avais un rendez-vous avec lui, je pourrais obtenir l'aide dont j'avais besoin. Mais pourquoi un rendez-vous à une heure pareille ? Parce que je venais d'apprendre qu'il partait pour Londres le lendemain et qu'il serait peut-être absent plusieurs mois. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me rendre plus tôt au manoir. Mais pourquoi un rendez-vous dans le jardin et pas dans la maison ? Croyez-vous qu'une femme puisse se rendre seule à cette heure tardive dans la maison d'un célibataire ? Eh bien, que s'est-il passé quand vous êtes arrivé près de la porte ? Je n'y suis pas allée. Madame Lyons. Non, je vous le jure, de tout ce qu'il y a de plus sacré. Je n'y suis pas allée. Quelque chose m'a empêchée d'y aller. Quoi donc ? C'est une affaire privée. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous reconnaissez donc que vous aviez un rendez-vous avec Sir Charles à l'heure et à l'endroit où il est mort, mais vous niez être allé à ce rendez-vous ? C'est la vérité. À nouveau, je l'interrogeai et multipliai les questions, mais elle s'en tint à ce qu'elle m'avait juré. « Madame Lyons, lui dis-je en me levant,
Vous prenez une lourde responsabilité et vous vous mettez dans une très mauvaise situation en ne disant pas clairement tout ce que vous savez. Si je dois recourir à l'assistance de la police, vous mesurerez l'étendue de votre erreur. Si vous êtes innocente, pourquoi avez-vous commencé par me déclarer que vous n'aviez pas écrit à Sir Charles ce jour-là ? Parce que je craignais qu'on en tirât une conclusion erronée et que je ne fusse mêlée à un scandale. Et pourquoi insistiez-vous tant pour que Sir Charles brûlât votre lettre ? Si vous aviez lu la lettre, vous ne me poseriez pas cette question. Je n'ai pas dit que j'avais lu toute la lettre. Vous m'en avez cité un passage. J'ai cité le post-scriptum. Comme je vous l'ai dit, la lettre avait été brûlée et tout n'était pas lisible. Je vous redemande encore une fois pour quelle raison vous insistiez pour que Sir Charles brûle cette lettre qu'il reçut le jour de sa mort. Il s'agissait d'une affaire très personnelle. Alors comprenez que vous devriez songer à éviter une enquête publique. Bien, je vous le dirai. Vous avez appris mon malheureux mariage. Vous savez donc que j'ai de multiples raisons de le regretter. Oui. Ma vie n'a été qu'une incessante persécution de la part d'un mari que je déteste. Il a la loi pour lui. Jour après jour, je me heurte à cette éventualité. Il peut me forcer à vivre avec lui. Lorsque j'ai écrit à Sir Charles, j'avais appris que je pourrais recouvrer mon indépendance si j'avais de l'argent pour supporter certains frais. Cela signifiait pour moi des tas de choses, tranquillité d'esprit, bonheur, dignité, tout. Je connaissais la générosité de Sir Charles et j'ai pensé que, s'il entendait mon histoire de ma propre bouche, il m'aiderait. Alors comment se fait-il que vous ne soyez pas allé au rendez-vous que vous aviez sollicité ? Parce qu'entre-temps, j'avais reçu de l'aide d'une autre source. Pourquoi n'avez-vous pas réécrit à Sir Charles pour vous excuser ? Je l'aurais fait si je n'avais lu la nouvelle de sa mort dans le journal du lendemain. L'histoire de cette femme formait un tout cohérent. Mes questions ne purent découvrir une faille. La seule vérification possible consistait à savoir si vraiment elle avait intenté une procédure de divorce contre son mari à l'époque du drame. Il était peu vraisemblable qu'elle eût menti en affirmant qu'elle n'était pas allée à Baskerville Hall. Il lui aurait fallu une voiture pour s'y rendre, et elle n'aurait pas pu rentrer à Combe Tracey avant minuit. Une telle promenade n'aurait pu demeurer ignorée. Il était donc probable qu'elle disait la vérité, ou, du moins, une partie de la vérité. Je partis, découragé et déconcerté. Une fois de plus, je m'étais heurté à ce mur qui semblait boucher tous les chemins par lesquels j'essayais de parvenir à la lumière. Et pourtant, plus je pensais à cette figure de femme, plus je sentais que tout ne m'avait pas été dit. Pourquoi avait-elle failli s'évanouir ? Pourquoi s'était-elle refusée à toute concession jusqu'à ce qu'elles fussent arrachées les unes après les autres ? Pourquoi s'était-elle si peu manifestée à l'époque de la tragédie ? À coup sûr, son comportement pouvait s'expliquer de façon moins innocente. Mais pour l'instant, je ne pouvais rien découvrir de plus dans cette direction. Force m'était donc de me tourner vers l'autre élément qu'il me fallait dénicher autour des cabanes de pierre sur la lande. Direction bien vague, elle aussi. Je me rendis compte sur le chemin du retour. Toutes les collines conservaient des vestiges d'anciennes demeures datant de la préhistoire. La seule indication de Barrymore avait été que l'inconnu vivait dans l'une de ces cabanes abandonnées. Or, plusieurs centaines s'éparpillaient sur toute la lande. Mais heureusement, une première expérience pouvait me guider, puisque j'avais vu l'homme lui-même au haut du pic noir. Ce sommet serait le centre de mes recherches. De là, j'explorerais chaque cabane jusqu'à ce que j'aie trouvé la bonne. Si l'homme était dedans, j'apprendrais de sa propre bouche, au besoin sous la menace de mon revolver, qui il était et pourquoi il nous filait depuis si longtemps. Il avait pu nous échapper dans la foule de Regent Street, mais il lui serait plus difficile de s'éclipser sur la lande déserte. Enfin, si je trouvais la cabane habitée sans son locataire, je resterais dedans le temps qu'il faudrait jusqu'à son retour. Il avait fait la nique à Holmes dans Londres. Ce serait pour moi un véritable triomphe si je réussissais là où mon maître avait échoué. Dans cette enquête, la chance s'était constamment prononcée contre nous. Elle vint enfin à mon aide sous les traits de M. Frankland, qui se tenait debout devant la grille de son jardin, toujours rougeaud,
toujours décoré de favoris blanchis. Son jardin longeait en effet la route que Perkins avait prise. « Bonjour, docteur Watson !» s'exclama-t-il joyeusement. « Il faut absolument que vous permettiez à vos chevaux de se reposer et que vous rentriez pour prendre un verre de vin et me congratuler. » Mes sentiments à son égard étaient plutôt mitigés après ce que j'avais appris de la manière dont il avait traité sa fille, mais je ne désirais qu'une chose, renvoyer Perkins et le break au manoir. L'occasion était trop bonne pour la laisser échapper. Je descendis et priai Perkins d'avertir Sir Henry que je rentrerais à pied pour le dîner. Puis je suivis Frankland dans sa salle à manger. « C'est pour moi un grand jour, monsieur, s'écria-t-il avec un petit rire de gorge. L'un de ces jours qu'on marque d'un trait rouge sur son calendrier. J'ai remporté 2 victoires. J'entends montrer aux gens d'ici que la loi est la loi et que quelqu'un ne craint pas de l'invoquer. J'ai établi un droit de passage à travers le centre du parc du vieux Middleton, en plein dedans, à moins de 100 mètres de sa propre porte. Que pensez-vous de cela ? Nous allons apprendre à ces manias qu'ils n'ont pas le droit de piétiner les droits des bourgeois. Le diable les emporte. Et j'ai fermé le bois où les gens de Femworthy avaient l'habitude d'aller pique-niquer. Ces voyous semblent croire que les droits des propriétaires n'existent pas, et qu'ils peuvent se répandre n'importe où avec leurs journaux et leurs bouteilles. Les 2 affaires ont été jugées, Dr. Watson, tranchées toutes 2 en ma faveur. Je n'ai jamais vécu un jour pareil depuis que j'ai fait mettre Sir John Morland en contravention parce qu'il chassait dans sa propre garenne. Comment, au nom du ciel, y êtes-vous parvenu ? Consultez les registres, monsieur. Cela vaut la peine de les lire. Frankland contre Morland. J'ai dépensé 200 livres, mais je l'ai eu. En avez-vous tiré un avantage ? Aucun, monsieur, aucun. Je suis fier de dire que je n'avais pas le moindre intérêt dans l'affaire. J'agis entièrement sous l'inspiration du droit public. Je suis sûr, par exemple, que les voyous de Femworthy me brûleront en effigie ce soir. La dernière fois qu'ils le firent, je déclarai à la police qu'on devrait interdire ces exhibitions déplacées. La police du comté, monsieur, est déplorable. Elle ne m'a pas accordé la protection à laquelle j'ai droit. L'affaire Frankland contre la reine attirera l'attention du public. J'ai dit à la police qu'elle regretterait son manque d'égard. Et déjà, je tiens parole. Comment cela ? Le vieil homme prit un air fin. Parce que je pourrais dire aux policiers ce qu'ils meurent d'envie de savoir. Mais pour rien au monde, je n'aiderais cette racaille. J'étais en train de chercher une excuse pour prendre congé, mais j'eus soudain envie d'entendre la suite de ce bavardage. Je connaissais trop la nature contrariante du vieux pêcheur pour oublier qu'un signe d'intérêt trop marqué arrêterait ses confidences. Aussi, je m'efforçais à l'indifférence. « Une affaire de braconnage ?» fis-je. « Ah ah, mon garçon, une affaire beaucoup plus importante. Tenez, le forçat sur la lande. » Je sursautai. « Vous ne prétendez pas connaître sa cachette ?»« Je ne connais peut-être pas exactement sa cachette, mais je suis sûr que je pourrais aider la police à lui mettre le grappin dessus. N'avez-vous jamais pensé que le meilleur moyen de l'attraper consistait à découvrir où il se procurait des vivres et à le pister à partir de là ? Il paraissait se rapprocher très désagréablement de la vérité. « Sans doute, répondis-je, mais comment savez-vous qu'il est quelque part sur la lande ? Je le sais parce que j'ai vu de mes propres yeux le messager qui lui apporte de la nourriture. » J'eus pitié de Barrymore. C'était grave de tomber au pouvoir de ce vieux touche-à-tout. Mais la phrase suivante me soulagea. « Vous serez bien étonné si je vous dis que c'est un enfant qui lui apporte ses provisions. Je le vois passer chaque jour grâce à mon télescope sur le toit. Il suit le même sentier, à la même heure. Et auprès de qui se rendrait-il sinon du forçat ? La chance me souriait, mais je me gardais bien de manifester le moindre intérêt. Un enfant ? Barrymore m'avait dit que notre inconnu était ravitaillé par un jeune garçon. C'était donc cette piste et non celle du forçat que surveillait Frankland. Si je pouvais être mis dans le secret du télescope, une chasse pénible et longue me serait épargnée. L'incrédulité et l'indifférence demeuraient mes atouts majeurs. Cet enfant doit plutôt être le fils d'un fermier des environs qui apporte à son père le repas de midi,
Vous ne croyez pas ? La moindre contradiction faisait exploser le vieil autocrate. Il me jeta un regard venimeux, et ses favoris se hérissèrent comme le poil d'un chat en colère. « Vraiment, monsieur ?» me dit-il en me montrant la lande. « Voyez-vous le pic noir là-bas ? Bon. Voyez-vous la petite colline coiffée d'un roncier derrière le pic ? C'est l'endroit le plus pierreux de la lande. Est-ce là qu'un berger ferait paître son troupeau ? Votre supposition, monsieur, est idiote. » Je me bornai à répondre que j'avais parlé sans connaître les faits. Cette apparente soumission plut au vieux bonhomme qui se laissa aller à d'autres confidences. « Vous pouvez être sûr, monsieur, que mon opinion repose sur des bases solides. J'ai vu et revu l'enfant avec son paquet. Chaque jour, parfois à 2 reprises dans la journée, j'ai été capable... » « Mais attendez donc, docteur Watson, mes yeux me trompent-ils, ou bien quelque chose ne se déplace-t-il point sur le flanc de la colline ?» La distance était de plusieurs kilomètres, mais distinctement, je pus voir un petit point noir contre le gris et le vert. « Venez, monsieur !» cria Frankland en se précipitant dans l'escalier. « Vous verrez de vos propres yeux et vous jugerez par vous-même. » Le télescope, formidable instrument monté sur un trépied, dressait sa lunette sur le toit plat de la maison. Frankland colla son œil contre le viseur et poussa un petit cri de plaisir. « Vite, docteur Watson, vite ! Avant qu'il soit de l'autre côté de la colline. » C'était lui, sans aucun doute. Un jeune garçon, avec un petit ballot sur l'épaule, gravissait lentement la colline. Quand il eut atteint la crête, sa silhouette se détacha sur le froid ciel bleu. Il regarda autour de lui, comme quelqu'un qui aurait eu peur d'être suivi. Puis il disparut de l'autre côté de la colline. Alors, ai-je raison ? Il est certain que voilà un jeune garçon qui paraît effectuer une mission secrète. Et la nature de cette mission, même un policier du comté pourrait la deviner. Mais la police ne saura rien par moi, et je vous commande le secret à vous aussi. Docteur Watson. Pas un mot à quiconque. Me comprenez-vous ? Comme vous voudrez. La police m'a traité d'une façon honteuse. Honteuse. Quand les faits sortiront dans l'affaire Frankland contre la reine, je vous prie de croire que le pays sera secoué par une violente indignation. Pour rien au monde, je n'aiderai la police. Car elle ne souhaiterait qu'une chose, c'est que ce soit moi, et non mon effigie, qui soit brûlée en place publique par ces voyous. Comment ? Vous partez ? Allons, vous allez m'aider à vider la bouteille pour fêter ce grand événement. Mais je résistais à son invitation et le dissuadai de me raccompagner. Je pris la route et m'y maintins tant qu'il pouvait me suivre du regard. Puis je coupai par la lande et me hâtai vers la colline pierreuse où l'enfant avait disparu. Tout m'était à présent favorable. Je me sentais le vent en poupe et je jurais que ce ne serait ni par manque de persévérance ni d'énergie que je gâcherais la chance que m'offrait la fortune. Quand j'atteignis le sommet de la colline, le soleil était déjà bas. Les longues pentes, au-dessous de moi, se montraient d'un côté d'un vert doré et toutes grises de l'autre. Une brume longeait l'horizon d'où surgissaient les contours fantastiques de Believer et de Vixen Tor. Toute la vaste étendue était muette et immobile. Un grand oiseau, une mouette ou un courlis, planait très haut dans le ciel bleu. Lui et moi semblions être les 2 uniques êtres vivants entre la voûte céleste et le désert de la terre. Le décor dénudé, le sentiment de solitude, le mystère de l'urgence de ma mission, tout cela se conjugua pour me faire frissonner. Le jeune garçon était invisible, mais au-dessous de moi, dans un creux entre les collines, se dessinait un cercle de vieilles cabanes de pierre. Au centre, j'en vis une qui était pourvue d'une sorte de toit qui pouvait protéger quelqu'un contre les intempéries. Mon cœur battit plus fort. Là devait s'abriter l'inconnu. Enfin, son secret était à portée de ma main. Quand j'approchais de la cabane, d'un pas aussi circonspect que celui de Stapleton quand il s'apprêtait à abattre son filet sur un papillon, je me rendis compte que l'endroit avait été récemment habité. Un vague chemin parmi les rocs conduisait à l'ouverture surbaissée qui servait de porte. Tout à l'intérieur était silencieux. Peut-être l'inconnu dormait-il, peut-être faisait-il une ronde sur la lande.
Mes nerfs se tendirent sous l'excitation de l'aventure. Je jetai ma cigarette, je refermai une main sur la crosse de mon revolver, je marchai doucement jusqu'à la porte. Je jetai un coup d'œil. Personne. Mais j'étais sur la bonne piste. L'inconnu vivait assurément ici. Quelques couvertures roulées dans un imperméable étaient sur la même dalle de pierre où avait jadis sommeillé l'homme néolithique. Dans une grille grossière, des cendres étaient à côté du foyer où il y avait quelques ustensiles de cuisine à demi pleins d'eau. Des boîtes de conserve vides révélaient que l'endroit était habité depuis quelque temps. D'ailleurs, lorsque mes yeux se furent accoutumés à la pénombre, je vis un gobelet et bouteille à demi vidée qui étaient rangés dans un coin. Au milieu de la cabane, une pierre plate servait de table. Sur cette table était posé un petit paquet de toiles, celui sans doute que j'avais vu par le télescope juché sur l'épaule du jeune garçon. Il contenait une miche de pain, une boîte de langue fumée et 2 boîtes de pêche au sirop. Au moment où je le reposais après en avoir examiné le contenu, mon cœur tressauta dans ma poitrine. Je n'avais pas vu un morceau de papier disposé au-dessous. Il portait quelque chose d'écrit. Je le levai à la lumière et lus, griffonné au crayon. Le docteur Watson est allé à Combe Tracey. Pendant 1 minute, je demeurai là avec le papier à la main, cherchant à deviner le sens de ce bref message. C'était donc moi, et non sir Henry, qui était pisté par cet inconnu. Il ne m'avait pas suivi lui-même, mais il m'avait fait suivre par l'un de ses acolytes, dont j'avais le rapport sous les yeux. Peut-être n'avais-je pas fait un seul pas sur la lande qui n'eût été observé et rapporté. Je me trouvais toujours en face de cette force mystérieuse, de ce réseau tendu autour de nous avec autant d'habileté que d'efficacité et qui nous retenait si délicatement que l'on se rendait à peine compte qu'on était dessous. S'il y avait un rapport, d'autres avaient sûrement précédé celui-là. Je fis le tour de la cabane pour en retrouver trace, mais en vain. J'échouai également à découvrir quelque chose qui pût me préciser les desseins ou l'origine de l'habitant de cet endroit singulier. Il devait avoir des goûts de spartiate et se soucier bien peu des agréments de l'existence. Quand je réfléchis aux lourdes pluies et quand je regardai vers le toit béant, je compris à quel point devait être puissant, invincible, le mobile qui l'obligeait à vivre dans une demeure aussi inhospitalière. Était-il notre ennemi ou notre ange gardien? Je me promis de ne pas quitter la cabane avant d'avoir levé mes doutes. Dehors, le soleil s'inclinait vers l'horizon. L'ouest s'embrasait de pourpre et d'or qui se réfléchissaient dans les mares du grand bourbier de Grimpen. Je voyais les 2 tours de Baskerville Hall et le lointain brouillard de fumée qui m'indiquait l'emplacement du village de Grimpen. Entre les deux, derrière la colline, vivaient les Stapleton. Tout respirait la douceur et la tranquillité. Cependant, j'étais loin de partager la paix de la nature. Je frémissais en pensant au genre d'entretien que j'allais avoir. Chaque minute en rapprochait l'échéance. Terriblement énervé, mais décidé à tenir jusqu'au bout, je m'assis dans le coin le plus sombre de la cabane et j'attendais avec une patience morose l'arrivée de son locataire. Je l'entendis enfin. Au loin retentit le bruit sec d'une chaussure heurtant une pierre. Puis une autre pierre crissa et encore une autre. Le pas se rapprochait. Je me recroquevillai dans mon angle, j'armai mon revolver et je résolus de ne pas me découvrir avant d'avoir vu l'inconnu. Je n'entendis plus rien. Il s'était arrêté. Puis les pas résonnèrent à nouveau, devinrent de plus en plus nets. Une ombre tomba en travers de l'ouverture de la cabane. « C'est une magnifique soirée, mon cher Watson, » dit une voix familière. « Je crois vraiment que vous serez plus à l'aise dehors que dedans. » Chapitre 12. La mort sur la lande. Pendant quelques secondes, je demeurai sans voix, privé de souffle, incapable d'en croire mes oreilles. Puis, je récupérai mes sens et la parole, tandis qu'un énorme poids de responsabilité se déchargeait de mon âme. Cette voix froide, incisive, ironique,
ne pouvait appartenir qu'à un seul homme au monde. « Holmes !» m'écriai-je. « Holmes !»« Sortez donc, me dit-il, et s'il vous plaît, faites attention à votre revolver. » Je me faufilai sous le linteau vétuste. Il était assis dehors, sur une pierre, et ses yeux gris dansaient de plaisir amusé devant mon ahurissement. Il avait maigri, il était là. Cependant, il avait gardé l'œil clair et le geste alerte. Son visage aigu était bronzé par le soleil, sa peau avait souffert du vent. Avec son costume de tweed et sa casquette de drap, il ressemblait à un touriste, et il s'était débrouillé, en vertu de cette propreté féline qui était l'une de ses caractéristiques, pour avoir le menton aussi bien rasé et du linge aussi net que s'il se trouvait à Baker Street. « Jamais une rencontre ne m'a rendu plus heureux, balbutiai-je en lui serrant la main. Ni plus surpris, eh ? Je l'avoue. La surprise n'est pas que de votre côté, je vous assure. Je ne me doutais nullement que vous aviez découvert mon refuge d'occasion, encore moins que vous vous trouviez à l'intérieur, avant d'être arrivé à 20 pas d'ici. L'empreinte de mes souliers, j'imagine ? Non, Watson. Figurez-vous que je ne me crois pas capable de reconnaître vos empreintes entre toutes les empreintes au monde. Mais si vous désirez vraiment me faire illusion, changez alors de marque de cigarette. Car quand je vois un mégot avec l'inscription Bradley, Oxford Street, je sais que mon ami Watson est dans les environs. Vous pouvez examiner votre mégot. Vous l'avez jeté à côté du sentier. Vous vous en êtes débarrassé, sans doute, au moment suprême de vous lancer à l'assaut contre la cabane vide ? Exactement. C'est ce que je me suis dit. Et, connaissant votre admirable ténacité, j'ai deviné que vous étiez assis en embuscade, une arme dans chaque main, attendant le retour du locataire. Vous me preniez donc pour le criminel ? Je ne savais pas qui vous étiez, mais j'étais résolu à vous identifier coûte que coûte. Bravo, Watson. Et comment m'avez-vous localisé ? Peut-être m'avez-vous aperçu le soir de la chasse aux convicts, quand j'ai été assez imprudent pour permettre à la lune de se lever derrière moi ? Oui, je vous ai aperçu. Et vous avez depuis fouillé toutes les cabanes avant de parvenir à celle-ci ? Non, votre jeune garçon a été repéré. C'est ce qui m'a permis de déterminer votre secteur. Le vieux gentleman au télescope, je parie. Je n'y comprenais rien quand j'ai vu la première fois la lumière se réfléchir sur les verres. Il se leva et alla scruter l'intérieur de la cabane. Ah, je vois que Cartwright m'a apporté quelques provisions. Que me dit-il ? Tiens, vous êtes allé à Combe Tracey, n'est-ce pas ? Oui. Pour voir Madame Laura Lyons. Exactement. Très bien. Nos recherches ont évidemment suivi des directions parallèles. Quand nous aurons collationné nos résultats, nous aurons sûrement une vue claire de l'affaire. Ah, Holmes, je suis heureux du fond de mon cœur que vous soyez ici. Car vraiment, ma responsabilité et le mystère devenaient trop lourds pour mes nerfs. Mais par quel miracle êtes-vous venu sur la lande et qu'avez-vous fait ? Je pensais que vous étiez à Baker Street en train de travailler sur l'affaire du chantage. C'est ce que je désirais vous faire croire. Ainsi, vous vous servez de moi, et pourtant vous ne vous fiez pas à moi ? M'écriai-je avec amertume. Je pense que je mériterais mieux de vous, Holmes. Mon cher ami, vous avez été pour moi un auxiliaire inappréciable dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres, et je vous prie de me pardonner si j'ai paru vous jouer un tour. En vérité, c'était dans votre intérêt que j'ai agi ainsi, et c'était parce que je ne sous-estimais pas le danger que vous couriez que je suis venu me rendre compte personnellement. Si je vous avais rejoint, vous et sir Henry, ma présence aurait averti nos très formidables adversaires de se tenir sur leur garde. J'ai donc pu me débrouiller comme je ne l'aurais sûrement pas fait si j'avais logé au manoir. Je reste dans l'affaire un facteur inconnu, prêt à intervenir de tout mon poids au moment opportun. Mais pourquoi ne pas m'avoir prévenu ? Si vous aviez été prévenu, cela n'aurait rien facilité et j'aurais pu être reconnu. Vous auriez voulu me dire quelque chose ou, par gentillesse, vous auriez désiré m'apporter un peu de confort supplémentaire, et un risque inutile aurait été couru. J'ai emmené Cartwright, dont vous vous souvenez, le petit bonhomme de l'Express Office. Il a pourvu à mes besoins les plus simples, une miche de pain et un col propre,
Que peut souhaiter de plus un mortel? Il m'a donné de surcroît une paire d'yeux supplémentaires sur une paire de jambes très agiles, ce qui m'a été incomparablement utile. Mes rapports ont donc été rédigés en pure perte. » Ma voix trembla quand je me rappelai les peines et la fierté que j'avais prises pour les écrire. Holmes tira de sa poche un rouleau de papier. « Les voici, mon cher ami, et très soigneusement épluchés, je vous assure. J'avais pris d'excellentes dispositions, et ils n'ont été retardés que d'un jour. Je dois vous complimenter très sincèrement pour le zèle et l'intelligence dont vous avez témoigné à propos d'une affaire extraordinairement difficile. » La chaleur des louanges de Holmes m'apaisa immédiatement. Je sentis qu'il avait eu raison d'agir comme il l'avait fait, et qu'il valait beaucoup mieux que sa présence fût restée ignorée sur la lande. « Ah, je préfère ceci, » me dit-il en observant la détente de mes traits. « Et maintenant, dites-moi le résultat de votre visite à madame Laura Lyons. » Il m'était facile de deviner que c'était en son honneur que vous étiez allé à Combe Tracey, car elle est la seule personne de l'endroit capable de nous dépanner dans l'affaire. Et il ajouta « En fait, si vous n'étiez pas allé aujourd'hui, il est vraisemblable que j'y serais allé demain. » Le soleil s'était couché, et le crépuscule descendait sur la lande. L'air s'était rafraîchi, aussi nous retirâmes-nous dans la cabane pour avoir chaud. Là, assis dans la pénombre, je racontai à Holmes mon entretien avec madame Lyons. Il était si intéressé que je dus lui répéter 2 fois. « Voilà qui est de la plus haute importance, fit-il quand j'eus achevé. Voilà qui comble une lacune. Vous savez peut-être qu'une grande intimité existe entre cette dame et Stapleton. Non. Aucun doute là-dessus. Ils se rencontrent, s'écrivent. Bref, ils s'entendent à merveille. Ce qui nous met entre les mains une arme puissante. Si seulement je pouvais détacher sa femme. » « Sa femme ? Je vous fournis à présent quelques renseignements en retour de ceux que vous m'avez communiqués. La femme qui passe ici pour mademoiselle Stapleton est en réalité madame Stapleton, son épouse. Grand Dieu, Holmes, êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Comment aurait-il pu permettre à Sir Henry de lui faire la cour ? La cour de Sir Henry ne pouvait nuire à personne sauf à Sir Henry. Stapleton a veillé tout particulièrement à ce que Sir Henry ne fasse pas sa cour à cette dame et à ce qu'ils ne tombent point amoureux l'un de l'autre, comme vous l'avez vous-même observé. Je vous répète que cette dame est sa femme et non sa sœur. Mais pourquoi cette tromperie calculée ? Parce qu'il prévoyait qu'elle pourrait lui être beaucoup plus utile sous les apparences d'une femme libre. Tous mes instincts réfrénés, mes soupçons vagues se précisèrent soudain pour se centrer sur le naturaliste. En cet homme impassible, terne, coiffé de son chapeau de paille et maniant son filet à papillons, je commençais à voir quelqu'un de terrible. Une créature douée d'une ruse et d'une patience infinie, le sourire aux lèvres et le meurtre dans le cœur. C'est donc lui qui est notre ennemi ? Lui qui nous a filés dans Londres ? Voilà comment je lis la devinette. Et l'avertissement, il aurait émané d'elle ? Exactement. Une scélératesse monstrueuse, mi-visible, mi-indistincte, se profila dans la nuit qui m'avait si longtemps inquiété. Mais êtes-vous sûr de cela, Holmes ? Comment savez-vous que sa sœur est sa femme ? Parce qu'il s'est oublié jusqu'à vous conter un passage de son autobiographie la première fois qu'il vous a rencontré. Je dois dire qu'il l'a amèrement regretté depuis. Il fut autrefois professeur dans un collège du nord de l'Angleterre. Or, rien n'est plus facile que de retrouver la trace d'un professeur. Il y a des agences spécialisées dans la pédagogie, grâce auxquelles on peut retrouver tout homme qui a été professeur. Une courte enquête m'a révélé qu'un collège du Nord avait été mené à la ruine dans des conditions atroces et que son directeur, dont le nom n'était pas Stapleton, avait disparu en compagnie de sa femme. Les signalements concordaient. Quand j'ai appris que le directeur en question était un entomologiste fervent, je n'ai plus eu aucun doute. Ma nuit commençait à s'éclaircir. Des ombres subsistaient cependant.
Si cette femme est réellement son épouse, que vient faire Madame Laura Lyons ? C'est l'un des points sur lesquels votre enquête a projeté un peu de lumière. Votre entretien avec la dame résout pour moi quantité de problèmes. Je ne savais rien d'un divorce projeté entre elle et son mari. Dans ce cas, elle a cru que Stapleton était célibataire et elle comptait devenir sa femme. Et quand elle sera détrompée, alors, Watson, nous trouverons peut-être la dame disposée à nous servir. Notre première tâche est de la voir, demain, tous les deux. Ne pensez-vous pas, Watson, que vous négligez quelque peu vos devoirs ? Vous devriez être à Baskerville Hall. Les derniers rayons rouges s'étaient affadis à l'ouest et la nuit s'installait sur la lande. Des étoiles pâles luisaient dans le ciel violet. « Une dernière question, Holmes, dis-je en me levant. Point n'est besoin de secret entre nous. Que signifie toute l'affaire ? Qui poursuit-il ? Holmes baissa la voix pour me répondre. C'est une affaire de meurtre, Watson. De meurtre raffiné, exécuté de sang-froid, délibéré. Ne me demandez pas de détails. Mes filets sont près de se refermer sur lui, comme les siens menacent de près Sir Henry. Grâce à vous, il est déjà presque à ma merci. Un seul danger peut encore nous menacer. Qu'il frappe avant que nous soyons prêts, nous, à frapper. Dans 24 heures, 2 jours peut-être, j'aurai mon dossier complet. Mais jusque-là, remplissez votre office avec autant de vigilance qu'une mère en mettrait pour garder son petit enfant. Votre mission d'aujourd'hui se trouve justifiée. Cependant, j'aurais préféré que vous ne l'eussiez quitté d'une semelle. Attention ! Un hurlement terrible, un cri prolongé d'horreur et d'angoisse déchira le silence de la lande, glaça mon sang. « Oh, mon Dieu !» balbutiai-je. « Qu'est-ce ? Qui est-ce » Holmes avait bondi. Je vis sa silhouette sombre et athlétique devant la porte de la cabane. Épaules basses, tête projetée en avant pour fouiller l'obscurité. « Silence !» chuchota-t-il. Le cri, étant donné sa violence, avait puissamment retenti, mais il était parti de loin sur la plaine ombreuse. Soudain, il éclata dans nos oreilles, plus proche, plus pressant. « Où est-ce » chuchota Holmes. Le frémissement de sa voix me révéla que lui, l'homme de fer, était bouleversé jusqu'au tréfonds de l'âme. « Où est-ce, Watson ? Par là, je pense. » Dans le noir, j'indiquai une direction. « Non, c'est par ici. » De nouveau, le cri d'agonie transperça le calme de la nuit. Plus fort encore, et tout près. Mais un autre bruit se mêla à celui-là. Un grondement murmuré, musical et pourtant menaçant, dont la note montait et retombait comme le sourd murmure perpétuel de la mer. « Le chien !» s'écria Holmes. « Venez, Watson, courons, pourvu qu'il ne soit pas trop tard !» Il s'était élancé sur la lande de toute la vitesse de ses jambes. Je le suivis sur ses talons. Mais quelque part sur le terrain raviné, juste en face de nous, jaillit un dernier hurlement de terreur, suivi d'un lourd bruit mat. Nous nous arrêtâmes pour écouter. Plus aucun bruit ne troublait le silence de la nuit sans vent. Je vis Holmes porter la main à son front comme un homme ivre. Il tapa du pied. « Nous sommes battus, Watson. Il est trop tard. »« Non, sûrement pas. » Fou que j'étais de retenir ma main. Et vous, Watson, voyez la conséquence de votre abandon de poste. Mais par le ciel, si le pire est arrivé, nous le vengerons. Nous courûmes dans la nuit, sans rien voir, butant contre des pierres, traversant des buissons d'ajoncs, soufflant en escaladant des côtes, fonçant dans la direction d'où avaient retenti les cris de terreur. Sur chaque élévation de terrain, Holmes regardait autour de lui, mais l'ombre sur la lande était épaisse. Rien ne bougeait sur sa surface hostile. « Voyez-vous quelque chose ?»« Rien. Chut, écoutez. » Un gémissement plaintif s'éleva sur notre gauche. De ce côté, une crête de rocher se terminait par un escarpement abrupt qui surplombait une pente jalonnée de pierres. Et sur cette pente était étalé un objet noir, imprécis. Nous nous en approchâmes, et ce contour vague se précisa. Un homme était étendu, face contre terre.
Le visage rabattu formait un angle atroce. Les épaules étaient arrondies et le corps tassé sur lui-même, comme pour un saut périlleux. Cette attitude était si grotesque que j'eus du mal à comprendre que le gémissement avait été l'envol d'une âme. Quand nous nous penchâmes sur le corps, il n'exhala pas une plainte. Il ne bougea pas. Holmes posa une main sur lui et la retira en poussant une exclamation d'horreur. Il frotta une allumette. À sa lueur, nous vîmes que ses doigts étaient poissés de sang et qu'une mare sinistre s'élargissait à partir du crâne écrasé. Mais elle nous révéla quelque chose de plus. Le cadavre était celui de Sir Henry Baskerville. Comment aurions-nous pu oublier la teinte un peu spéciale, rouille, du costume de tweed qu'il portait le jour où il se rendit à Baker Street ? Nous le reconnûmes au moment où l'allumette s'éteignit sous le vent comme l'espoir dans nos cœurs. Holmes gronda. Dans la nuit, je distinguai qu'il était livide. « La brute ! Oh, la brute !» m'exclamai-je en me tordant les mains. « Oh, Holmes, jamais je ne me pardonnerai de l'avoir abandonné à son destin. » « Je suis plus à blâmer que vous, Watson. Afin d'avoir un dossier complet et bien établi, j'ai sacrifié la vie de mon client. C'est le coup le plus dur de toute ma carrière. Mais comment pouvais-je savoir ? Comment aurais-je pu prévoir qu'il se risquerait seul sur la lande malgré mes avertissements ? Dire que nous avons entendu ces cris. Quels cris, Seigneur ! Et que nous avons été incapables de le sauver. Où est cette brute de chien qui l'a fait mourir ? Il doit être tapi derrière quelque rocher. Et Stapleton, où est-il ? Il répondra de cette mort. Oh oui, j'y veillerai. L'oncle et le neveu ont été assassinés. L'un épouvanté jusqu'à en mourir par la vue de cet animal sauvage, l'autre trouvant la mort pour essayer de lui échapper. Il nous reste à prouver la relation entre l'homme et le chien. Mais en dehors de ceux que nous avons entendus, nous ne pouvons même pas jurer de l'existence de la bête, puisque Sir Henry est mort, évidemment, d'une chute. Tout de même, Stapleton a beau être astucieux, il sera à ma merci avant qu'un autre jour se soit écoulé. Nous nous tenions de chaque côté du cadavre, complètement bouleversés par la soudaineté de ce désastre irrévocable qui était la piteuse conclusion de tous nos efforts. La lune se leva. Nous grimpâmes alors sur l'escarpement d'où était tombé notre pauvre ami. De sa crête, nous inspectâmes la lande mi-argent, mi-plomb. Au loin, à plusieurs kilomètres de là, dans la direction de Grimpen, brillait une petite lumière jaune, immobile. Elle ne pouvait provenir que de l'habitation isolée des Stapleton. Je brandis mon poing et le maudis. Pourquoi ne pas aller le capturer tout de suite ? Notre dossier n'est pas complet. Le gaillard est avisé, rusé au dernier degré. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous pouvons prouver. Si nous faisons le moindre faux pas, il peut nous échapper. Alors, que faire ? Nous aurons demain une journée chargée. Ce soir, nous ne pouvons que nous acquitter de nos derniers devoirs envers notre pauvre ami. Nous redescendîmes ensemble de l'escarpement et nous revînmes auprès du cadavre. L'affreux spectacle de ses membres brisés me fit mal. Des larmes me vinrent aux yeux. « Il faut que nous allions chercher du secours, Holmes. Nous ne pouvons pas le transporter ainsi jusqu'au manoir. Grand Dieu, êtes-vous devenu fou ?» Il avait poussé une exclamation en se penchant au-dessus du corps, et, à présent, il dansait, riait, me serrant les mains à les briser. Était-ce là mon ami, si maître de lui, si austère ? La colère l'avait rendu fou, sûrement. Une barbe ? L'homme a une barbe. Ce n'est pas le baronnet, c'est, eh bien, c'est mon voisin, le forçat. Fébrilement, nous retournâmes le cadavre. Une barbe hirsute pointa vers la lune claire et froide. Aucun doute. Ce front sourcilleux, ces yeux d'animal sauvage, ce faciès bestial,
C'était bien la tête que j'avais vue éclairée par la lueur de la bougie entre les rochers. La tête de Selden, le criminel évadé. Alors tout devint clair dans mon esprit. Je me rappelais que le baronnet m'avait dit qu'il avait donné à Barrymore sa vieille garde-robe. Barrymore en avait fait cadeau à Selden pour qu'il pût fuir. Les chaussures, la chemise, le chapeau appartenaient à Sir Henry. Certes, le drame demeurait terrible, mais du moins, cet homme avait mérité la mort selon les lois de son pays. J'expliquai le tout à Holmes. Mon cœur débordait de gratitude et de joie. « Dans ce cas, c'est à cause des vêtements qu'il est mort, » me répondit-il. « Il est évident que le chien a été mis sur la piste par un objet quelconque appartenant à Sir Henry. La chaussure qui lui a été volée à l'hôtel, selon toute probabilité. Il y a pourtant un dernier mystère. Comment, dans la nuit, Selden a-t-il su que le chien était lancé à ses trousses? Il l'a entendu. Le fait d'entendre un chien sur la lande n'aurait pas poussé un homme endurci comme ce forçat au paroxysme de la terreur. Songez qu'en appelant ainsi au secours, il risquait d'être repris. D'après ses cris, il a dû courir longtemps après avoir su que le chien était sur sa trace. Mais comment l'a-t-il su? Un plus grand mystère existe selon moi, Holmes. Pourquoi ce chien, en supposant que toutes nos hypothèses soient fondées, je ne suppose pas, Watson. Bon, pourquoi, donc, ce chien a-t-il été lâché cette nuit? Je présume qu'il n'est pas constamment en liberté sur la lande. Stapleton ne l'aurait pas lâché s'il n'avait pas eu motif de croire que Sir Henry allait venir ici. Des deux mystères, le mien est le plus formidable, car je pense que d'ici très peu de temps, le vôtre nous sera expliqué, tandis que le mien demeurera éternellement un mystère. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Qu'allons-nous faire du cadavre de ce malheureux? Nous ne pouvons pas l'abandonner en pâture aux renards et aux corbeaux. Nous pourrions le transporter dans l'une des cabanes jusqu'à ce que nous ayons alerté la police. Parfaitement. Nous serons capables de le porter jusque-là. Oh oh, Watson, qui est-ce? Voici notre homme en personne. Merveilleux d'audace. Pas un mot qui puisse lui indiquer nos soupçons. Pas un mot, Watson. Sinon, tous nos plans sont anéantis. Un homme avançait en effet vers nous. J'aperçus la lueur rouge de son cigare. La lune l'éclairait. C'était bien l'allure sémillante et désinvolte du naturaliste. Il s'arrêta net quand il nous vit, puis reprit sa marche. « Comment, docteur Watson? C'est vous? Vous êtes bien le dernier que je serais attendu à rencontrer sur la lande à cette heure de la nuit. Mais, mon Dieu, qu'est cela? Quelqu'un a-t-il été blessé? Oh, ne me dites pas que c'est notre ami Sir Henry. » Il s'était précipité sur le cadavre. Je l'entendis aspirer brusquement de l'air. Le cigare lui tomba des doigts. « Qui est-ce » balbutia-t-il. « C'est Selden, le forçat qui s'était évadé de Princetown. » Stapleton tourna vers nous un visage hagard, mais dans un effort de tout son être, il surmonta sa stupéfaction et sa déception. Son regard pénétrant alla de Holmes à moi. « Mon Dieu, quelle affaire! Comment est-il mort? » Il semble qu'il se soit rompu le cou en tombant de cet escarpement. Mon ami et moi étions en train de nous promener sur la lande quand nous l'avons entendu crier. J'ai entendu un cri, moi aussi. C'est ce qui m'a poussé dehors. J'étais inquiet au sujet de Sir Henry. Pourquoi de Sir Henry en particulier? Ne puis-je m'empêcher de lui demander. Parce que je l'avais invité à venir à Merripit. Comme il tardait, j'étais étonné. Et tout naturellement, j'ai commencé à m'alarmer sérieusement quand j'ai entendu des cris sur la lande. À propos, son regard perçant alla de nouveau se poser alternativement sur Holmes et sur moi. Avez-vous entendu autre chose que les cris? Non, répondit Holmes. Pas moi. Et vous? Non. Alors, que voulez-vous dire? Oh, vous connaissez les histoires que racontent les paysans d'ici à propos d'un chien fantôme. Il paraît qu'on peut l'entendre la nuit sur la lande.
Je me demandais si ce soir on l'avait entendu. Je n'ai rien entendu de semblable, dis-je. Et quelle est votre thèse sur la mort de ce pauvre diable ? Sans aucun doute, la peur, le froid lui ont fait perdre la raison. Il a dû courir dans la lande comme un fou, et le hasard a voulu qu'il tombe ici et s'y rompe les os. C'est une thèse très raisonnable, répondit Stapleton en lâchant un soupir que j'interprétai comme un soulagement. Qu'en dites-vous, monsieur Sherlock Holmes ? Mon ami s'inclina courtoisement. Vous avez l'identification facile, dit-il. Nous vous attendions depuis l'arrivée du docteur Watson. Vous êtes tombé juste sur une tragédie. Oui, je crois fermement que la thèse de mon ami rend compte des faits. J'emporterai demain vers Londres un souvenir plutôt désagréable. Oh, vous partez demain ? C'est mon intention. J'espère que votre séjour a permis de résoudre ces énigmes qui nous avaient un peu intrigués. Holmes haussa les épaules. On ne peut pas toujours gagner, ni obtenir le succès qu'on espère, fit-il. Un enquêteur a besoin de faits, mais pas de bruit et de légendes. Cette affaire m'a déçu. Mon ami parlait avec une négligence apparemment sincère. Stapleton le considéra fixement encore un moment. Puis, il se tourna vers moi. « Je vous proposerais bien de transporter ce pauvre diable jusqu'à ma maison, mais ce spectacle épouvanterait tellement ma sœur que j'hésite. Je crois que si nous recouvrions le cadavre, il ne risquerait rien avant le matin. » Ainsi fut fait. Refusant les offres hospitalières de Stapleton, nous nous mîmes en route, Holmes et moi, vers le manoir de Baskerville, et nous laissâmes le naturaliste rentrer seul. Quand nous nous retournâmes, nous aperçûmes sa silhouette se déplacer lentement sur la lande. Derrière lui était figé sur la pente argentée le petit tas qui montrait l'endroit où Selden avait trouvé une mort si horrible. Enfin, nous en sommes venus au corps à corps, murmura Holmes. Quel nerf il a, cet homme ? Avez-vous vu comme il a dominé la réaction qui aurait dû le paralyser quand il s'est rendu compte que ce n'était pas la victime qu'il visait qui était tombée dans son guet-apens ? Je vous l'ai dit à Londres, Watson, et je vous le redis maintenant, jamais nous n'avons rencontré un adversaire plus digne de croiser notre fer. Je regrette qu'il vous ait vu. Je le regrettais aussi au début, mais il n'y avait plus moyen de l'empêcher. Quel effet aura sur ses plans, d'après vous, la nouvelle que vous êtes ici ? Peut-être l'incitera-t-elle à être prudent, à moins qu'elle le pousse à des décisions désespérées dans l'immédiat. Comme la plupart des criminels intelligents, peut-être sera-t-il trop confiant dans ses moyens et pensera-t-il qu'il nous a complètement roulés. Pourquoi ne l'arrêterions-nous pas sur le champ ? Mon cher Watson, vous avez l'action dans le sang. Votre instinct vous commande d'être énergique tout de suite. Mais en supposant, pour l'amour de la discussion, que nous l'ayons arrêté cette nuit, en serions-nous pour cela dans une meilleure position ? Nous ne pourrions rien prouver contre lui. C'est bien là son astuce infernale. S'il agissait par l'intermédiaire d'un être humain, nous pourrions avoir une preuve. Mais si nous exhibions ce gros chien à la lumière du jour, cela ne nous aiderait nullement à enrouler une corde autour du cou de son maître. Nous avons tout de même un dossier, pas l'ombre d'un, uniquement des déductions et des hypothèses. Le tribunal se moquerait de nous si nous nous présentions avec une telle histoire sans preuve. Il y a la mort de Sir Charles, trouvé mort sans aucune trace de violence. Vous et moi savons qu'il est mort d'épouvante, et nous savons aussi ce qui l'a épouvanté. Mais comment transmettre cette certitude à 12 jurés bornés ? Quelle trace de la présence d'un chien ? Où sont les marques de ses crocs ? Bien sûr, nous savons qu'un chien ne mord pas un cadavre, et que Sir Charles était mort avant même que l'animal l'eût rattrapé. Mais il nous faut le prouver, et nous ne sommes pas en situation de pouvoir le faire. Comment ? Et ce soir ? Nous ne sommes guère plus avancés. À nouveau, il n'y a aucun rapport direct entre le chien et la mort de Selden. Nous n'avons jamais vu le chien. Nous l'avons entendu. Mais nous ne pouvons pas prouver qu'il était sur la piste du forçat. Il y a aussi une absence de motif.
Non, mon cher ami, nous devons nous faire à l'idée que nous ne disposons d'aucun dossier pour l'instant et que l'affaire vaut néanmoins la peine que nous l'établissions le plus tôt possible. Et comment pensez-vous l'établir ? J'espère grandement en madame Laura Lyons. Quand elle saura exactement la situation conjugale de Stapleton, elle nous aidera sans doute. Et j'ai mon propre plan. Nous agirons demain. J'espère qu'avant la fin du jour, le succès aura couronné nos efforts. Je ne pus rien lui tirer d'autre. Perdu dans ses pensées, il marcha sans mot dire jusqu'aux grilles de Baskerville Hall. « Vous rentrez avec moi ? » ?»« Oui, je ne vois aucune raison de dissimuler plus longtemps ma présence. Mais un dernier mot, Watson. Ne parlez pas du chien à Sir Henry. Contons-lui la mort de Selden en nous inspirant de l'affabulation de Stapleton. Il sera en meilleur équilibre nerveux pour affronter l'épreuve qu'il devra subir demain, puisqu'il est invité, si je me souviens bien de votre rapport, à dîner chez des gens. Je suis invité aussi. Alors, vous vous ferez excuser. Il ira seul. Cela ne souffrira pas de difficulté. Et maintenant, si nous arrivons trop tard pour le dîner, j'espère qu'un souper nous attend.